C'était quoi votre premier souvenir à tous les deux d'un film d'animation, le premier que vous aviez découvert? Ah si, bien sûr, moi c'est Astérix et Cléopâtre. Tu vois, ça n'a rien à voir avec... Ah, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Cela dit, j'ai une deuxième réponse, qui n'est pas exactement un film d'animation, mais dont là, il y a de l'animation dedans et c'est très important, c'est le 7e voyage de Sinbad, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Okay. Et ces deux films-là, plus Superman de Richard Donner, c'est les 3 films que je voyais gamin en boucle. Voilà. Alors ça n'éclaire peut-être pas énormément sur les films que je fais aujourd'hui, mais bon. La première fois que je vais au cinéma, je voyais jamais mon père, il avait 3 boulots, un boulot de jour, un boulot de nuit et un boulot de week-end. Et il m'emmène au cinéma, j'ai 6 ans, et il m'emmène voir Blanche-Neige et les 7 nains. Et c'est un de mes premiers souvenirs, c'est pas mon premier souvenir de cinéma, c'est un de mes premiers souvenirs. Et, enfin, je savais même pas que ça existait, une magie pareille. C'était vraiment une claque. Et par la suite, quand vous étiez gamin, c'était quoi votre dessin animé du week-end au petit-déj? Je crois que moi, ça devait être Cobra. Ce que j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment imprimé, c'était Cobra, je pense. Ok. Ouais. Je suis plus vieux, Goldorak. Goldorak, c'était... Goldorak aussi, je l'ai vu évidemment et j'ai adoré, mais nous, il y avait avec que le Goldorak. souvenir, oui c'est ça, avec les souvenirs, je pense que je retiens surtout Cobra avec Cobra, ça a été un vrai tournant. Et à cette époque-là, il y a un personnage de dessin animé que vous auriez voulu incarner? Cobra. Toujours. En plus, je suis blond aussi. Ouais. Ah ouais, il y a un truc. Ouais. Ouais, aujourd'hui, je ne reviens pas du tout. Mais... Le dessin animé, non, moi c'était les Mystères de l'Ouest. Je voulais être James. Ah, James West. James West, c'est exactement. Ouais. Ok. Et vous regardez toujours des dessins animés, des films d'animation? Vous suivez un peu l'actu ou pas trop? Si, moi j'ai... C'est trop du travail peut-être? Alors, ça dépend. Pendant la production, j'ai rien regardé du tout, quasiment, mais ni film, ni dessin animé, ni série, je veux dire, ni jeux vidéo, rien, je n'ai rien lu, tout ça, pas le temps, trop fatigué. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Tengoku Daimakyo, qui est une série japonaise qui est sortie il y a un peu sur Disney+, et je trouve ça vachement bien. C'est une histoire de SF post-apo assez bizarre, je te le conseille. Ah, avec plaisir, ouais, carrément. Moi, c'est plutôt des séries. Ok. Voilà, Rick and Morty, c'est une méga claque, One Punch Man, ça me retourne la tête. Comment c'est né Mars Express? C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de faire de la science-fiction. Voilà, il n'y avait pas plus que ça. C'était vraiment nébuleux comme ça. Et puis après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on aime dans la science-fiction? Quel type de caractère on veut, quel type de personnage, quel type d'univers, et après qu'est-ce qu'on raconte là-dedans, enfin tout ça se mélange un petit peu comme ça, et puis au fur et à mesure d'enlever des éléments parce qu'ils ne sont pas compatibles ensemble, ou parce que des trucs collent ensemble, voilà, on commence à faire émerger une histoire, et finalement je pense que ce qui a commencé à vraiment diriger le film, c'est au moment où on s'est dit, bon, très bien, la science-fiction c'est des thématiques, mais c'est pas une dramaturgie, donc du moment où on a trouvé que le personnage principal serait un détective privé, on s'est dit ok, film noir plus SF, et là ça a commencé à diriger l'histoire. Et c'est le moment, dans l'écriture, c'est vraiment le moment que je préfère. Okay. Tu sais pas ce que tu vas faire, et ça me rappelle les jeux quand t'es gamin, tu prends des petits bonhommes et tu te mets sur le tapis, et on aurait dit que... Qu'est-ce que c'est agréable ce truc. Comment vous collaborez tous les deux? Parce que vous avez écrit à 4 mains. Ouais. Est-ce qu'il y a un auteur principal, un secondaire? Est-ce que vous vous mettez dans la même pièce et vous brainstormez? C'est ça. Ouais. Alors de temps en temps... on a fait un peu par attaque, pas beaucoup. Oui. On a un logiciel d'écriture sur lequel on peut intervenir en même temps, voilà, en ligne. Mais on préfère quand même se voir. On aime bien aussi faire des pauses, se balader, faire maturer ce qu'on s'est raconté la veille ou le matin en se baladant et en essayant de trouver des nouvelles idées. Puis après, une fois qu'on est là, on est excité parce qu'on est en train de se raconter, on retourne s'asseoir et on tape. Et généralement, il y en a un qui écrit et l'autre qui fait les 100 pas en balançant des idées, l'autre qui n'arrive pas à suivre. J'ai une question plus pour vous. Comment on passe du courrier des lecteurs de joystick à Mars Express? Je suis un vieux Ah, lecteur. génial, on en parlera. J'ai un truc pour vous après. Ah, génial. Ouais. Comment c'était
l'écriture, pour revenir à une question plus sérieuse, l'écriture, ça a toujours été une envie de faire du scénario, même à l'époque de... Ah, c'est un accident. Le scénario, c'est un accident. D'accord. C'est que quand je venais d'avoir mon bac, mes parents m'ont dit si tu arrêtes tes études, tu trouves un travail et tu pars de la maison. Et j'avais pas du tout envie de travailler, et donc j'ai pas envie de faire des études non plus. Donc j'ai fait semblant de faire des études pendant 7 ans. Et comme je me retrouvais au café comme un con à attendre avec mon sac à dos, je faisais littéralement semblant d'aller à cours. Vraiment pas du tout, quoi. Ouais. Et du coup, j'écrivais parce que je m'ennuyais, mais j'aimais bien écrire. Et au bout d'un moment, il y a un copain, je me suis rendu compte, qui était inscrit dans une école de réalisation, et du coup, il foutait rien. Et il était avec ses potes, il regardait des films toute la journée. Je me suis dit, je vais plutôt squatter là-bas. Et ils voulaient tous faire réalisateur. Et du coup, pour justifier ma présence et que je les squatte, je les ai aidés à écrire leurs histoires. Et alors que j'étais testeur de jeux vidéo depuis très longtemps, il y a un de ses potes qui m'a appelé, qui m'a dit, figure-toi qu'on a vendu un des trucs qu'on écrivait à l'époque. Et c'était une comédie musicale sur le cancer, qui bizarrement n'a jamais vu le jour. mais voilà, ça m'a lancé dans le truc. Ça compte. Ah, c'est cool. Ouais, c'est rigolo. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué, l'histoire, entre le début du travail et le résultat final? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y avait un tout premier jet qui était l'histoire d'un détective sur Mars, donc il y avait au moins ça qui était en commun, mais il était solitaire, c'était un homme, et les enquêtes sur lesquelles il travaillait, il y en avait 4 ou 5, étaient réparties en chapitres dans le film. Elles avaient l'air d'avoir rien à voir les unes avec les autres jusqu'à la dernière histoire qui les réunissait toutes. Mais elle n'avait pas grand chose à voir avec ce qu'on a aujourd'hui au final. Donc entre ça et le film qu'on a aujourd'hui, c'est là où il y a eu le plus gros changement. Mais après, quand on a toute la phase de réécriture autour de Mars Express, du moment où on a eu Aline et Carlos comme personnages principaux, ça a assez peu évolué. Toutes les thématiques qu'on avait mises en place dans les premiers jets sont vraiment restées jusqu'au bout. C'est impressionnant parce qu'on avait vraiment un tout petit document, je sais pas, une demi ou une page où on expliquait au producteur ce qu'on a envie de faire, et tu lis le truc, c'est exactement le film. Oui, c'est ça. Sauf que après il y a plein de passages qui ont vraiment changé, qui ont sauté, des nouvelles séquences qui sont arrivées, etc. On a réarrangé la structure différemment, mais au moins d'un point de vue et thématique et les personnages et tout ça, on est resté assez cohérent tout le long. Ouais. Ok. Il y a un truc qui m'a fasciné moi dans le film, c'est tous les concepts de robots différents, les humains, non-humains, mi-humains, il y a vraiment plein de choses différentes. Comment vous avez imaginé ça, et aussi bien à l'écriture qu'au design? C'est surtout au design que c'était compliqué, parce qu'à l'écriture, ça reste encore assez théorique. Notre désir, c'était que les frontières soient très floues entre artificiel et naturel. Et de ce fait, on a un peu mixé tout ça en termes de design, c'est-à-dire il y a des moments où c'est fait exprès qu'on ne sache pas si un humain est en fait un robot, et c'est d'ailleurs une des scènes où un personnage, une espèce de facho avec un flingue dans la rue, alpague Aline et lui demande si elle est humaine, quoi. Parce que même ces habitants-là, ils savent plus, quoi. Mais finalement, par exemple, les augmentés qui sont en réalité plus des humains que des machines, ils ont simplement des implants cybernétiques. Je les ai traités plus comme des robots classiques que les robots eux-mêmes. Dans le film, ils sont vraiment filmés comme si c'était des Terminators, quoi. Et alors que les robots, il y a plus de compassion pour eux parce qu'on découvre qu'ils ont une empathie parfois même peut-être plus poussée que celle des humains, quoi. Ok. Il y a ces robots qui sont super originaux, et en face, ça m'a rappelé plein de choses. Ça m'a rappelé Ghost in the Shell beaucoup. Est-ce que c'était des références? Est-ce que c'était de l'inspiration? Est-ce que c'était l'envie de rendre des hommages à ces animés-là? Comment vous avez envisagé tout ça? Je me suis posé la question, effectivement, mais en réalité, au bout d'un moment, c'est trop... ça prend trop la tête. Donc je me suis dit, non, je vais faire comme je le sens, et ces références sont en moi. Je les ai complètement intériorisées. Et elles ressurgissent un peu d'elles-mêmes finalement. Et alors il y a des moments où, quand je trouve que ça ressemble trop,
si je m'en rends compte, j'essaye de bifurquer. Mais il y a des moments où également je ne peux pas faire autrement, où j'ai pas de meilleure idée que des choses qui ont peut-être déjà été faites. Et bon, je fais avec ce que j'ai. Mais en réalité, je ne cherche pas forcément à rendre des hommages ouvertement ou faire référence à. Mais c'est là, quoi. C'est là. Ouais, il y a une part d'inconscient finalement. Bien sûr, dans la manière de faire le truc. Et tant pis si la moto qui explose est rouge. Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors ça, c'était pas du tout fait exprès. Moi, j'ai fait un storyboard en noir et blanc, si tu veux. Ouais. Et au bout d'un moment, ce qui ressortait le mieux dans. En fait, si tu veux, c'est aussi des trucs pragmatiques. C'est-à-dire que le décor a été pensé d'abord dans ces teintes-là, un peu bleu-verte. Et on arrive au plan où il faut mettre cette moto qu'on doit mettre en évidence. C'est au décor, hein, Michael, qui est le DA du film, qui se dit bon bah il faut qu'elle ressorte, on a un fond bleu-vert, quelle autre couleur se voit dans cette ambiance, donc il est passé sur du rouge bien vif, et c'est vrai que moi ça n'a même pas traversé l'esprit que ça pouvait faire penser à Akira, mais après des motos rouges il y en a dans la rue aussi. Oui, bien sûr, mais on était tellement dans l'ambiance qu'il y avait un truc quoi. Mais juste à l'écriture, je crois qu'on n'a jamais fait référence à un dessin animé. À l'écriture, nos références, c'était que des films. Ouais. Et du coup, c'est quoi vos œuvres de référence en SF? Des films live. En live ou en animation, c'est quoi vos œuvres de référence? Il y en a beaucoup trop. Ouais. Enfin, c'est tous les films que j'ai vus en gros, mais ouais, c'est difficile à dire. Il y a quelques-uns quand même. Enfin, Robocop. Ouais. Il a été relativement important. Oh, bien sûr. Même au-delà du film, vraiment des trucs de SF qui vous ont... Non, mais même Robocop, c'est justement, il y a beaucoup de thématiques en commun entre est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un robot, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort. Pour moi, c'est un film vraiment important. Oui, bien sûr. Après, il y en a tellement, et pas forcément des trucs de SF d'ailleurs. Non, c'est ça, parce que moi, évidemment qu'il y a des films noirs. Moi, j'avais revu Le Privé de Altman, En quatrième vitesse de Aldrich, Chinatown, bien sûr. On s'est fait une cure, on échangeait tous les films titres. Tous les films noirs et les films de détectives privés, on les a revus. Okay. C'est ça. Moi, après, je suis un dingue de Palma, donc il y a aussi c'est des références. Il y a Le point de non-retour de John Borman, pour certains effets de mise en scène. C'est un gros sac. Oui, c'est ça. Ça m'a aussi fait penser à une BD récente, je ne sais pas si vous l'avez lu, Carboné Silicium. Non, je ne l'ai pas lu. On en a parlé. On nous en a parlé pendant l'écriture, on nous en a parlé. Et tout comme on m'a parlé de The Expanse, la série, et en me disant, on me disait à chaque fois, ça me fait penser à ça, tu devrais regarder. Ben non, justement, je vais pas regarder. J'ai préféré ne pas regarder pour pas parce que j'ai une tendance à être parano dans ces moments-là, à me dire oh non, c'est exactement comme nous, de surdramatiser, et ça m'aurait sans doute bloqué. Donc je préfère pas. Maintenant, je pourrais le lire tranquillement, mais en plein travail d'écriture et de réflexion sur un travail que je suis en train de faire, j'aime pas me lancer sur la lecture ou la vision de films ou de bouquins qui seraient proches ou dont on m'a dit ça m'a fait penser à ça. Je suis ah non. Je suis en train de copier sans le faire exprès. Oui, parce que je pense que vous avez sans doute travaillé tout en parallèle en fait. Oui, c'est ça. La BD a été faite par un peu. Après une BD, j'allais dire ça va plus vite à faire qu'un film. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis obligé de revenir à Joystick, mais il y a des références aux jeux vidéo du coup oui. Énormément même. Moi j'ai grillé complètement par hasard une rue Éric Chahi. C'est volontaire, on est d'accord? Oui. C'est vous? Okay. Parce qu'en fait, on est parti sur. En fait, c'est un truc de scénariste. C'est un dingue de jeux vidéo aussi. Oui. C'est un truc de scénariste quand c'est compliqué de trouver des noms de personnages. Parce qu'on peut passer sa vie à trouver un prénom, un nom, voir si ça colle ensemble, etc. Et donc, une des astuces qu'on avait ici, c'était d'aller chercher vers les noms de game designers ou de gens qui ont travaillé dans le jeu vidéo un peu à l'ancienne. Et pour restreindre encore, on a été chercher les femmes du jeu vidéo. Ce qui faisait qu'on avait moins de choix. Vu qu'à l'époque, c'était quand même très masculin. Voilà. Et donc, c'est pourquoi on a Roberta Williams, qui était la game designeuse de King Quest et de beaucoup de jeux chez Sierra. On a une référence à Jane Jensen aussi, qui était
la créatrice de Gabriel Knight, chez Sierra aussi. Voilà, et il y a plein de trucs comme ça. Et effectivement, il y a des rues Eric Chahi, il y a Yu Suzuki, et il y a Chris Hülsbeck qui faisait les musiques de Turrican, enfin des jeux Amiga. Voilà, il y a plein de trucs de nerds. Il y a carrément un plan, c'est du first person shooter. Quand elle. Alors ça pourrait être un plan de Half-Life, quand June revit. Et elle se retrouve dans le truc des Brain Farmer. Ouais. C'est vraiment du point of view, quoi. Oui, après ça c'est des trucs que tu trouves aussi dans des films. Hein. Ouais, mais le truc de voir ses mains et tout, j'ai vraiment, moi là j'étais dans une cinématique qui va lancer un jeu vidéo. J'arrive, Aline!